Qu'est-ce que le Grand Israël? La vérité n'est pas cachée. Elle est juste trop évidente pour qu'on la regarde. Récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a donné une interview à Even4 News. Et dans cet entretien, il a dit quelque chose de capital pour comprendre ce qui se déroule aujourd'hui sous nos yeux. Il a affirmé se sentir investi d'une mission historique, spirituelle. Ce qui s'est passé, c'est que les médias, ils ont repris cette phrase en y voyant bien sûr un discours justifiant des actes motivés par des références religieuses, mais il y a un élément qui a échappé à tout le monde et dont on ne parle pas suffisamment. Si vous regardez cette interview dans les rediffusions YouTube d'I24, que ce soit en hébreu, en français ou en anglais, un passage a été coupé, retiré, voilà, disparu comme par magie. La séquence complète, vous pouvez la retrouver uniquement sur le site hébreu du média. Et je vais vous diffuser cette séquence. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer avec cette vidéo. Peut-être qu'elle va être déréférencée, voire même démonétisée vu les sujets qu'on aborde. Je compte sur vous, bien sûr, pour la partager au plus grand nombre, parce que ce qu'on raconte dedans est méga important pour comprendre ce qui est à l'œuvre sous nos yeux. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Il change absolument tout. Bienvenue sur Les Mythes. Il n'y a que 15% de nos spectateurs qui sont abonnés à notre chaîne. Donc pour mieux comprendre les limites planétaires, les ressources et l'humanité, ainsi que notre civilisation vers où elle est en train de se diriger, eh ben n'hésite pas, surtout, bien sûr, à t'abonner. Et à mon avis, il risque d'y avoir vraiment beaucoup de commentaires sous cette vidéo. Lisez bien ce que dit le Premier ministre israélien. זה הוויז'ן שלי, זה אחד הדברים שחלמתי עליהם, מפת הארץ המובטחת. יפה. הגיע הזמן, קוראים לזה ירושלם. אני לא נותן את זה לך, אני מעניק את זה לך כדי שתיתן את זה לרעתך שרה. תודה רבה. אתה מתחבר לחזון? מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. Le présentateur Sharon Gall a demandé à Netanyahou s'il se sentait proche d'une vision du Grand Israël. מאוד. באמת? מאוד. זה ישראל השלמה. À mon avis, vous savez absolument toutes et tous ce qui est en train de se passer à Gaza. Que ce soit civils, femmes, enfants, les journalistes, les médecins, les secouristes, ils sont tous volontairement ciblés. L'aide humanitaire, elle est bloquée, il y a des destructions massives, il y a de l'occupation, expropriation, colonisation. Les accords de cessez-le-feu ont sans cesse été violés, le droit international, bon alors là, lui, il est réduit en cendres. On arrive à un point où les négociations de paix sont impossibles. Chaque jour, des centaines de vidéos pullulent sur les réseaux sociaux et montrent l'horreur sous absolument tous les angles. Et au moment où je vous parle, l'armée de Netanyahou est entrée dans Gaza. Et ça y est, il n'y a pas très longtemps, l'Association internationale des spécialistes du génocide, l'IAGS, a affirmé que les actes commis répondent aux critères du génocide. La Cour internationale de justice avait déjà averti dès janvier 2024 du risque en ordonnant des mesures pour le prévenir. Trop tard, la machine est lancée. Et la France, l'Arabie Saoudite, suivie par l'immense majorité des pays dans le monde, annonce se diriger vers la reconnaissance de l'État de Palestine sans le Hamas, mais bien avec l'autorité palestinienne. Et pourtant, absolument rien n'arrête cette fuite en avant. Les bombes, construites et exportées vers Israël avec la complicité des États-Unis et de l'Europe, continuent d'exploser. Mais pourquoi? Quel est le but final à tout ça? Le 7 octobre a été un choc, un traumatisme. Mais est-ce que cela justifie un nettoyage ethnique et une colonisation? Ou alors, est-ce tout simplement la continuité d'un plan clair et précis? C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Qu'est-ce que le Grand Israël? Ce projet, il reste nébuleux, discret. Il alimente les tensions avec les pays arabes voisins d'Israël. Et avant que cette vidéo de Benjamin Netanyahou ne sorte et qui a été tronquée parce que ça commence à faire jaser, eh bien la question est revenue récemment après la publication d'un article qui est parti en viral au moment de sa sortie dans le Jérusalem Post intitulé « Le Liban fait-il partie du territoire promis d'Israël ?» Cet article, qui a été depuis supprimé, expliquait les origines d'un concept appelé le Grand Israël. Le terme Grand Israël est de plus en plus utilisé, parfois dans des discussions politiques ou religieuses sur les frontières idéales ou futures d'Israël. Certains y voient un simple symbole spirituel. D'autres, une revendication territoriale concrète, le rétablissement des frontières bibliques. Avant l'extrait coupé de Netanyahou, le débat avait ressurgi notamment après les attaques d'Israël au Liban il y a un an. Ces attaques ont révélé dans l'extrême droite israélienne une volonté de commencer une colonisation au Liban. Un mouvement israélien colonial, d'ailleurs dans le sud du pays, a même publié une carte avec des sites prévus pour des colonies, en remplaçant soigneusement les noms arabes par des noms hébreux.
Cette idéologie connaît une résurgence aujourd'hui en grande partie parce que Benyamin Netanyahou, qui n'est pas lui-même un messianique, mais par peur de perdre le pouvoir, il s'est allié avec ceux qui portent comme objectif principal le projet du Grand Israël. Puisque Lapid ne veut pas être avec lui, Saar ne veut pas, il n'aura de choix que de créer un gouvernement de droite avec nous, il dépend de nous, et c'est pourquoi nous pourrons faire agir la force que nous aurons au sein du système politique pour promouvoir l'identité juive, l'implantation, le peuplement de Negev et de la Galilée. Nous allons utiliser cette force pour faire des choses qu'il n'a pas fait ou qu'il n'a pas fait suffisamment au cours des dernières années. Bezalel Smotrich, ministre des Finances qui prône l'annexion de la Cisjordanie. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale qui appelle à l'expulsion de tout arabe, qu'il soit palestinien ou même israélien. Avi Maoz, qui veut imposer une identité juive religieuse à l'État. Ça sent mauvais pour les musulmans, mais on le savait déjà ça. Mais par contre, aussi pour les chrétiens et tous les autres. Et ce sont eux les véritables porte-voix de l'idéologie messianique dans son gouvernement. Qui eux ont un autre rêve, non pas tant de la Grande Guerre que du Grand Israël. Et c'est justement ce qui a été écrit et puis supprimé du Jérusalem Post, qu'heureusement on peut toujours consulter via Internet Archive, je vous mets le lien en description. On n'y lit que le Grand Israël fait référence aux frontières bibliques de la terre d'Israël, telles que promises au peuple juif, et la Genèse est même citée. Ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham et dit « À ta descendance, je te donne ce pays, du fleuve d'Égypte, le Nil, jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Ce qui inclut la Mésopotamie, donc l'Irak actuel. Le gouvernement d'Israël aujourd'hui adopte une politique basée sur une vision messianique, qui alimente directement l'idée du Grand Israël, légitimée par les textes religieux sacrés, et débarrassée des Palestiniens. Aux origines du mouvement sioniste. Alors, même si l'idée elle est religieuse à l'origine, la notion du Grand Israël apparaît dès le début du sionisme. Petite parenthèse, je rappelle que le sionisme, c'est un mouvement politique et religieux visant à établir et à consolider un État juif en Palestine. Et cette notion, on la retrouve dans le journal de Théodore Herzl, fondateur du mouvement, en 1898, 1828 pour les Belges qui nous regardent, soit 50 ans avant la création de l'État d'Israël. Et si on regarde bien la page 711, Herzl décrit son projet et précise que la zone visée s'étend du fleuve d'Égypte à l'Euphrate. Et donc, il explique aussi comment cette zone devrait être progressivement transférée d'une majorité arabe à une majorité juive. La toute première carte officielle est présentée lors de la conférence de paix de Paris en 1919, moment où les vainqueurs de la Première Guerre mondiale se partagent les colonies de l'Empire ottoman et de l'Allemagne. Cette carte inclut la rive est du Jourdain, Transjordanie, et une partie du sud Liban et le Sinaï égyptien. Et là, point crucial. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, en 1919, ce ne sont pas des arguments messianiques, bibliques, religieux qui dominent. Ah non, pas du tout. C'est des bons sujets qu'on adore traiter sur cette chaîne habituellement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait une vidéo aujourd'hui. Weizmann, qui est le chef du mouvement sioniste à l'époque, il invoque le sud du Liban parce qu'il veut contrôler les eaux du Litani, donc un des affluents du Jourdain. Il invoque aussi une partie de ce qui va devenir un peu plus tard la Jordanie, parce qu'il veut contrôler le chemin de fer qui va de Damas à Jeddah, en Arabie Saoudite d'aujourd'hui. C'est des questions de ressources, c'est des questions en effet d'ordre économique qui priment. Exactement comme dans toutes les entreprises coloniales qui ont existé. Le Moyen-Orient redessiné par les puissances coloniales. Le Levant, cœur de 3 millénaires de civilisation arabe, se retrouve morcelé. Et au lieu de laisser les peuples arabes se gouverner eux-mêmes, la France et la Grande-Bretagne, dans un accord secret, découpent la région à la règle et au crayon, traçant des frontières artificielles lors de l'accord Sykes-Picot. Et ce découpage reprend en fait une méthode déjà connue une quarantaine d'années avant, 1885, à la conférence de Berlin. Ce moment où on a tracé à la règle les frontières de l'Afrique. On est face à la même méthodologie. Donc, sous prétexte de protéger les minorités, eh bien, les puissances coloniales créent des États volontairement divisés par ethnie et religion. Et ça, c'est une stratégie qui est classique, très connue. Diviser pour mieux régner. Et en Palestine, à ce moment-là, cette stratégie prend la forme d'un soutien officiel au mouvement sioniste, l'idéologie de l'expansion. Dès les années 1930, des débats agitent le mouvement sioniste sur les frontières. Un dirigeant, Vladimir Jabotinsky, fondateur du courant révisionniste, publie Le mur de fer, les Arabes et nous. Et il affirme dans ce livre qu'aucune colonisation n'a jamais été acceptée par les populations locales. Ce qui, soit dit en passant,
est totalement vrai. Mais ça veut pas dire que c'est justifié, c'est que son raisonnement est, puisque la résistance est inévitable, inutile de chercher leur consentement, mieux vaut l'imposer par la force. Et donc la seule façon d'y parvenir, eh bien, c'est de construire un mur de fer, devenir fort, devenir indestructible, pour justement dissuader les Arabes de s'opposer à la création d'un État juif en Palestine. Et le mouvement sioniste révisionniste est l'ancêtre du Likoud, le mouvement de Netanyahou. 1948-1967, Israël et ses frontières mouvantes. Depuis sa création en 1948, Israël n'a jamais clairement défini de manière officielle ses frontières. Elles évoluent sans cesse, au fil des batailles, des guerres, des conquêtes. Et en 1948, l'expulsion massive des Palestiniens sur leurs terres permet de créer une majorité juive. C'est ce que l'on appelle la Nakba. En français, la catastrophe. Plus de 700 000 Palestiniens sont expulsés ou fuient leur foyer. Plus de 400 villages sont détruits. Et Israël empêche littéralement leur retour. Cette expulsion massive permet de créer dès lors une majorité juive dans le nouvel État d'Israël. Et en 1967, la guerre des 6 jours permet à Israël de conquérir ensuite toute la Palestine historique, ainsi que le Sinaï égyptien et le Golan syrien, doublant ainsi son territoire. Et c'est à ce moment-là que la dimension religieuse refait surface dans la politique israélienne. La guerre des 6 jours ouvre un peu la boîte de Pandore, en fait. Ça devient tangible parce que encore une fois, les cartes sont redistribuées et ce qu'il appelle la Jordanie occidentale, c'est-à-dire la Cisjordanie, elle redevient un objet de convoitise territoriale, d'autant plus. Et ça, c'est vraiment important dans la dimension symbolique. Il y a le début d'un réveil du messianisme qui avait été complètement, je dirais, phagocyté entre 47 et 67. Et c'est moi ce que j'appelle le retour du refoulé messianique, en fait. Un des grands penseurs juifs des années 70 et 80 avait mis en avant, Gershom Scholem, c'est qu'ils introduisent la dimension mystique dans la politique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose de totalement ingérable à long terme. Et c'est ce mélange explosif, sécurité militaire d'un côté, messianisme biblique de l'autre, qui structure encore aujourd'hui une partie du discours du gouvernement israélien. Cut, t'es déjà à la moitié de la vidéo et ce qui est vachement cool, c'est que t'es toujours là. Eh bien, je vais te récompenser en t'avouant un secret avant de reprendre la vidéo. Limite à une grosse surprise fin octobre. On va passer à une étape supérieure, hyper importante de l'existence de Limite pour nous et pour toi. Et donc, si tu veux être au courant avant tout le monde et nous soutenir par la même occasion, eh bien, t'as juste à cliquer sur le lien secret. Ouais, en description, il y a le lien vers le projet secret. Tu cliques dessus et nous, on s'occupe de t'envoyer la suite. Bonne suite d'épisode et garde bien le secret. 1982, l'invasion du Liban et la doctrine Kivunim. Dans toutes nos mésaventures, il y a un tournant qui survient en 1982 avec l'invasion du Liban. Israël tente pour la première fois d'occuper massivement un pays officiel, en dehors des terres de la Palestine historique. Et restez bien jusqu'au bout parce que vous allez voir toutes les techniques qui sont mises à l'œuvre et encore aujourd'hui pour pouvoir coloniser. L'armée s'appuie sur des milices chrétiennes libanaises qui commettent des massacres de Sabra, qualifiés d'ailleurs par l'ONU d'actes de génocide. La même année, un document stratégique est publié dans la revue idéologique du mouvement sioniste Kivunim, intitulé « Une stratégie pour Israël dans les années 80 ». Et il détaille une ligne claire. Exploiter les divisions ethniques et religieuses dans le monde arabe. Ce point-là est capital, je vais y revenir car il structure absolument tout. Fragmenter des pays comme la Syrie et l'Irak et créer ainsi des conditions d'un grand Israël dominant une région divisée et forcément affaiblie. Et cette logique de division ne s'est pas limitée aux pays voisins. On la retrouve aussi à l'intérieur même de la question palestinienne, le Hamas. Aujourd'hui ennemi déclaré d'Israël et du monde entier, a en réalité été toléré et même indirectement renforcé par les gouvernements israéliens, y compris sous Netanyahou. Mais pourquoi ? Parce que le Hamas affaiblissait l'OLP de Yasser Arafat, qui était un fervent défenseur de la paix qui voulait unir les peuples et vivre avec un État juif en harmonie. Et que le Hamas avait cette capacité de diviser les Palestiniens entre Gaza et la Cisjordanie. Mais c'est pas tout, parce que l'histoire du Hamas et d'Israël prend parfois même, quand on voit ce qui s'est passé par la suite, des allures de paradoxe. À partir de 2018, Israël a autorisé et même facilité l'entrée à Gaza de valises pleines d'argent du Qatar. J'exagère pas du tout, c'est vraiment des valises pleines de dollars.
Tous les mois, des émissaires du Qatar franchissaient le poste frontière d'Erez, sous contrôle israélien, avec des dizaines de millions de dollars en liquide. On parle de 10 millions, 15 millions, parfois même 30 millions. Les valises étaient escortées par les forces israéliennes elles-mêmes, et tout cela a été largement documenté par la presse. Je vous mets bien sûr tous les liens en description. Alors officiellement, cet argent du Qatar servait à payer les salaires des fonctionnaires, aider les familles pauvres, et aussi acheter du carburant pour la centrale électrique de Gaza. Mais en réalité, une partie de ces fonds a renforcé l'appareil du Hamas, et a permis, par conséquent, de préparer, planifier et lancer les attentats du 7 octobre. Et c'est là qu'il y a peut-être des gens parmi vous qui vont se dire « Mais pourquoi est-ce que le Premier ministre israélien Netanyahou acceptait ça ?» Parce que cette stratégie servait tout simplement son calcul politique. Maintenir Gaza sous contrôle du Hamas a permis de diviser aujourd'hui les Palestiniens et affaiblir l'autorité palestinienne. Et comme il l'aurait dit à ses députés en 2019 selon plusieurs sources, de nouveau tout est en description, quiconque veut empêcher un État palestinien doit soutenir le transfert de fonds à Gaza. Alors aujourd'hui, je pense qu'on a tous capté que c'était un pari risqué, même dangereux. Eh bien, l'ancien Premier ministre Ehud Barak ou encore l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, accusent Netanyahou d'avoir, je cite, soutenu le Hamas. En fait, ils disent tous la même chose. Cette politique a contribué directement à rendre possible la tragédie du 7 octobre. Alors attention, ça ne veut pas dire que Netanyahou et Israël partagent l'idéologie du Hamas, rien à voir. Mais en le laissant prospérer, Netanyahou s'est fabriqué son propre adversaire. Assez violent pour justifier des offensives militaires, assez puissant pour empêcher l'unité palestinienne. Et donc la création d'un véritable État palestinien. Divisé pour mieux régner. Que cela soit Netanyahou ou le Hamas, les deux jouent à un jeu de manipulation qu'on a analysé avec le neuropsychologue Albert Moukébert, dont la vidéo est dispo également ici, quelque part, voilà, là, oui, très bien, et aussi en description, donc n'hésitez pas à aller la voir après avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, bien sûr. Application de la stratégie. Tout au long de sa carrière, Netanyahou a suivi cette logique du diviser pour mieux régner à la lettre. En 2002, il plaide devant le Congrès américain, parce que c'était une chance incroyable pour lui, pour justement envahir l'Irak, en soi-disant trouver des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées. Dangers posed by a nuclear armed Saddam were understood by my country 2 decades ago, well before September 11th. Et la guerre a plongé ensuite le pays dans une guerre civile entre chiites et sunnites. En Syrie, Israël soutient discrètement certains groupes rebelles sunnites tout en bombardant le régime alawite. Donc vous voyez, la stratégie, elle est très claire. Mais justement, qu'en pense la société israélienne de ce projet du Grand Israël? Peut-être à peu près autour de 15% de la population juive en Israël. Parce qu'il faut savoir que dans ce courant qui s'appelle le sionisme religieux et dont Smotrich est le représentant aujourd'hui, un véritable messianisme territorial. C'est-à-dire la volonté d'expansion territoriale fondée, alors encore une fois, c'est vrai que pour des gens rationnels, ça peut paraître délirant, mais fondée sur le texte biblique. Même s'il a lui-même, comme je l'ai dit, une polysémie, il n'est pas du tout clair dans ses frontières. Mais c'est utilisé politiquement et ça a une résonance. Ça a une résonance et certaines personnes y croient. C'est ça qu'il faut aussi bien avoir en tête. C'est pas juste de l'instrumentalisation politique. Ça a de la résonance chez des militants, en fait, qui prétendent précisément agir en ce sens-là et qui veulent aussi, évidemment, étendre la colonisation en Cisjordanie avant d'aller, comme Smotrich l'a dit lui-même, plus tard au-delà du Jourdain. Mais ça, c'est dans une deuxième étape. Mais encore une fois, ils y accordent véritablement, et le terme est tout à fait justifié, foi. Autrement dit, le Grand Israël n'est pas seulement un slogan d'extrême droite. C'est un projet qui a une base sociale et électorale solide en Israël. C'est une vision, un projet politique. Et c'est ça, aujourd'hui, qui le rend dangereux. Mais attention, parce qu'Israël n'avance pas solo dans ce plan de conquête. Non, forcément, il faut toujours avoir un garant, un protecteur. Bah oui, derrière lui, il y a son parrain américain. Car sous Trump 1 et maintenant sous Trump 2, tout s'est accéléré comme jamais cela aurait pu être imaginé par Netanyahou lui-même. Et ce soutien a vraiment pris une forme brutale, que ce soit la reconnaissance dans un premier temps de Jérusalem comme capitale d'Israël, et ce fameux deal du siècle qui avalise l'annexion de pans entiers de la Cisjordanie, et tout récemment, le plan d'assumer, de nettoyer Gaza, de tout détruire et de créer une Rivera avec stations balnéaires, data centers, usines technologiques, hôtels. Résultat, la première puissance mondiale a validé la fuite en avant coloniale et l'extermination. Elle utilise forcément Israël comme satellite et base avancée contre le monde arabe. Et après tout, si jamais il y a la Grande Israël et qu'on peut aller choper les puits de pétrole d'Arabie Saoudite, puisque le pétrole il commence à être en chute libre partout sur Terre, donc autant s'accaparer les dernières ressources. Ok, d'accord, j'exagère, ça c'est mon avis, c'est mon
opinion, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, j'ai peut-être exagéré pour le coup, ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les États-Unis, sous Trump, ont quasiment enterré l'idée d'un État palestinien. Et pour preuve, alors même qu'aujourd'hui, le monde se tourne vers la conférence des Nations Unies au siège de New York, pour reconnaître justement l'État de la Palestine, les États-Unis ont refusé d'accorder un visa aux membres de l'autorité palestinienne. Sans déconner, le bilan humain. Officiellement, il y a plus de 63 000 personnes qui ont été tuées à Gaza depuis octobre 2023. Mais selon une étude publiée dans la très sérieuse revue The Lancet, en comptant les morts indirectes liées à la famine, au manque de soins et à l'effondrement des infrastructures, le nombre total pourrait dépasser les 200 000. À cela, il faut ajouter plus de 161 000 blessés, dont des dizaines de milliers d'enfants aujourd'hui handicapés à vie. Et ces chiffres évoluent chaque jour. Mais l'affaire n'est pas terminée. Au moment où ces lignes sont écrites, Netanyahou, en tout cas son armée, est entré dans Gaza pour l'occuper et pousser les Palestiniens à quitter la bande de force. Mais Gaza, ce n'est pas seulement une question de géopolitique, de sécurité ou de projet colonial. C'est aussi une question de ressources. Gaza Marine. Au large de ses côtes se trouve un champ gazier. Gaza Marine découvert en 2000. Ses réserves sont estimées à plus de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Ça vous dit peut-être rien comme ça des chiffres, il s'agit d'alimenter pendant 3 à 4 ans toute la Belgique entière. De quoi donner aux Palestiniens une autonomie énergétique et des revenus de plusieurs milliards de dollars. Avec ce gaz, un futur État palestinien pourrait financer ses écoles, ses hôpitaux, ses infrastructures, bref, devenir viable. Mais depuis 20 ans, Israël bloque toute tentative d'exploitation, que ce soit par le blocus, puis par les bombardements. En fait, Gaza Marine reste intouchable, inexploitable. En d'autres termes, contrôler Gaza, c'est donc verrouiller l'accès à une ressource stratégique. Derrière les discours sécuritaires et religieux, il y a toujours la même logique implacable. Coloniser pour mieux extraire les ressources et faire de la croissance économique en détruisant l'environnement. Les tensions avec les voisins d'Israël n'ont jamais été aussi élevées. L'occupation s'accélère en ce moment même en Cisjordanie et le plateau du Golan syrien reste sous occupation. À chaque étape, le projet du Grand Israël continue d'avancer. Regard vers l'avenir. L'article supprimé par le Jérusalem Post et l'extrait coupé de Netanyahou ne sont pas anodins. Ils révèlent une vision, un objectif clair d'expansionnisme qui risque de provoquer encore plus de malheur et d'impliquer absolument toutes les nations de la planète. L'histoire nous l'a montré encore et encore. Chaque projet colonial détruit. Il détruit à la fois les cultures, les langues, les savoirs, des peuples entiers. Il transforme des paysages et il impose la précarité là où il y avait de la vie, des liens, des communautés. Coloniser, c'est arracher les gens à leurs terres pour les rendre dépendants d'un pouvoir central qui les exploite plutôt que les aide à s'émanciper. Mais la colonisation, ce n'est pas seulement une guerre contre les humains, c'est aussi une guerre contre la terre. Chaque fois, elle s'accompagne d'un pillage, asservissement des peuples, extraction de ressources, déforestation, artificialisation des sols, destruction des écosystèmes et participe à dépasser encore et encore davantage les limites planétaires, qui par conséquent menacent la viabilité, l'habitabilité de la planète Terre pour absolument tous les êtres vivants, vous comme moi. Maintenant, tous les yeux sont rivés sur la conférence de New York, organisée à l'initiative de la France et l'Arabie Saoudite. Beaucoup d'experts alertent. Il est urgent de reconnaître l'État de Palestine avant qu'il n'y ait plus rien à reconnaître. Soit on continue à bâtir des empires sur des ruines, ou enfin, nous apprenons à bâtir un avenir en commun dans le respect du vivant. Aujourd'hui, vous sentez ce parfum, nous revenons littéralement à l'ère des colonisations, et je ne sais pas d'où vous regardez cette vidéo, dites-le moi en commentaire, mais les prochains sur la liste pourraient être vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quelles sont les émotions qui vous traversent par rapport à toute cette situation et tout ce qui a été dit dans cette vidéo. Je précise, les sources sont bien sûr disponibles en description, n'hésitez pas à venir vous exprimer sur ce sujet. Et quel espoir misez-vous éventuellement dans la flottille qui tente de briser le blocus? Et encore une dernière question, je sais que ça fait beaucoup de questions, mais lâchez-vous en commentaire vraiment. Quel est votre moyen d'action à vous? Est-ce que vous boycottez, vous manifestez, vous en parlez autour de vous? Ou au contraire, justement, vous défendez la vision du Grand Israël et vous avez envie d'expliquer pourquoi? Eh ben, l'espace commentaire, bien sûr, dans le respect, est disponible, bien entendu. Merci à tous d'avoir pris le temps d'arriver jusqu'au bout de cette vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les mythes. Ciao tout le monde. L'établissement entre les deux guerres mondiales, car il faut en remonter jusque-là,
l'établissement d'un foyer sioniste en Palestine, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, l'établissement d'un État d'Israël, soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de Juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles. Il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour il qualifie de terrorisme, et qui ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement dans cette voie, à moins que les Nations Unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte, un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres.